Il y a des pilotes, et il y a ceux qui marquent l'histoire à coups de cicatrices. Niki Lauda n'a pas seulement frôlé la mort, il est revenu de l'enfer, et il a gagné 2 fois. Aujourd'hui, on remonte le fil d'une vie extraordinaire, celle d'un homme qui a tout misé sur sa volonté, qui a défié James Hunt, inspiré Alain Prost et convaincu Lewis Hamilton. Voici l'histoire de Niki Lauda, une histoire de feu, de stratégie et d'éternité. Né à Vienne en 1949, il vient d'un milieu qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultra privilégié. Famille de banquiers, vie bourgeoise, avenir tout tracé. Alors que l'Autriche de l'après-guerre cherche la stabilité, lui n'a qu'un rêve en tête, la vitesse. Très vite, le conflit éclate avec ses parents. Ses envies de course sont vues comme une trahison. Quand il refuse l'héritage, on le raye de l'arbre généalogique comme un nom indésirable. Alors Lauda fait un choix radical. Il prend le risque d'emprunter à la banque, celle qu'il aurait dû diriger un jour, pour financer son premier baquet en Formule 2 chez March. Soyons honnêtes, ses débuts ne sont pas flamboyants. En fait, personne ne se dit en voyant Lauda qu'il sera l'un des pilotes les plus marquants de l'histoire de la F1. Il n'a pas le panache de Hunt, ni la tendresse médiatique de Stewart. Il parle peu, mais travaille beaucoup. En quelques mois, les ingénieurs s'aperçoivent qu'il comprend une voiture mieux que quiconque. Il sent la piste, il anticipe les réglages, il analyse les défauts. Niki Lauda n'est pas qu'un pilote, c'est une extension de la machine. Et c'est en 1973 qu'il monte en Formule 1 chez BRM. Toujours son sponsor et toujours en s'endettant. Il partage son garage avec un certain Clay Regazzoni. Regazzoni, ce n'est pas n'importe qui, c'est un vétéran respecté. Et il voit tout de suite que son coéquipier a un énorme potentiel. Alors, lorsqu'il est rappelé chez Ferrari l'année suivante, il recommande Lauda. Et contre toute attente, Ferrari l'écoute. Enzo Ferrari, il commendatore, recrute l'Autrichien. Pour tout le monde, c'est la surprise. Un inconnu arrive chez les Rouges. Et un inconnu qui payait son baquet il n'y a pas si longtemps. Personne ne s'en doute encore, mais la Scuderia Ferrari vient de signer avec un chirurgien du pilotage. Nous sommes en 1974 et Niki Lauda s'apprête à vivre sa première saison chez Ferrari. Dès la deuxième course de la saison, Lauda monte sur le podium. Au Grand Prix suivant, en Espagne, il remporte sa première victoire. Ferrari n'avait plus gagné depuis 2 ans. La presse italienne retrouve espoir. Plus personne ne doute de Niki. Contrairement à James Hunt chez SK Racing, Lauda n'est pas du genre à perdre son temps avec les journalistes. Il passe le plus clair de ses journées dans le garage Ferrari. Il travaille jour et nuit avec les ingénieurs, révise chaque note de réglage, demande à modifier la suspension, les appuis, les rapports de boîte. J'arrive pas à croire qu'avec de tels moyens, vous fassiez une bagnole aussi merdique. Il fait de la Ferrari une arme, et de lui, un métronome. Mais c'est l'année suivante, en 1975, que la domination commence. La Ferrari 312T est taillée sur mesure pour le pilote. Il gagne 5 courses, finit 10 fois sur un podium et décroche un titre de champion du monde avant même la dernière manche. À 26 ans, Niki Lauda est champion du monde. Et pour la première fois depuis les années 60, Ferrari redevient une légende vivante. Mais ce n'est pas la saison 1975 qui a marqué sa légende. Non, vous le savez peut-être, ou alors vous allez le découvrir. Parce que ce qui arrive en 1976, c'est bien plus qu'une saison. Ce qui s'annonce comme une nouvelle année pour asseoir la domination de Lauda va en fait devenir une guerre. Une guerre à haute vitesse. Comme dans toutes les guerres, il faut 2 camps. Face à Niki, surgit James Hunt et sa McLaren. Là où Lauda est discret, calculateur, rigide, Hunt c'est clairement l'inverse. Cheveux en bataille, clope au bec, toujours prêt pour une baston ou une nuit d'excès. Mais au-delà de leur rythme de vie clairement opposé, c'est bien leur style de conduite qui les différencie. Alors que Niki calcule tout, James prend chaque virage comme si c'était le dernier. Les 2 hommes ne s'aiment pas, mais ils se respectent. Et cette année-là, ils savent qu'il n'y aura qu'un seul champion. La saison démarre, et Lauda est très vite intouchable. Il gagne au Brésil, puis en Afrique du Sud. Il domine en Belgique, à Monaco, en Grande-Bretagne, avant que Hunt ne soit disqualifié, puis réintégré à la compétition. À la mi-saison, Lauda a déjà plus du double de points de James Hunt. On peut même dire que la couronne est déjà cousue sur son casque. Mais l'histoire va basculer sur une piste qu'il ne voulait même pas courir. Le 1er août 1976, le cirque de la F1 débarque sur le Nürburgring, le tracé de l'époque, le Nordschleife. Un monstre de plus de 22 km, 160 virages, sans dégagement, avec de la pluie sur une moitié du circuit et du soleil sur l'autre. Ouais d'accord, c'est pas dingue. Face au risque indéniable, Lauda demande à annuler la course. Hunt et d'autres pilotes refusent. Le départ est donc maintenu. Dimanche, lors du 2e tour, à 200 km/h, la Ferrari de Lauda décroche, tape un rail, rebondit et s'enflamme. Elle s'immobilise au milieu de la piste et Niki est prisonnier des flammes.
Plusieurs pilotes s'arrêtent pour lui porter secours. Arturo Merzario, Brett Lunger et Guy Edwards. Ils parviennent à l'extraire après de longues secondes. Son casque a fondu, son visage est brûlé. Il a inhalé des gaz toxiques. Nicky tombe dans le coma. À l'hôpital, un prêtre lui administre l'extrême-onction. Aux yeux de tous, c'en est fini pour l'Autrichien. Mais Niki Lauda n'est pas du genre à mourir quand on lui demande. 6 semaines plus tard, seulement 6, il revient. Son visage est déformé, ses paupières à peine cicatrisées, son casque rouvre ses plaies à chaque virage. Et pourtant, au Grand Prix d'Italie, à Monza, il finit 4e. Ce ne sont pas seulement les tifosi qui exaltent, mais l'ensemble de la Formule 1. Même les mécaniciens des autres écuries l'applaudissent dans la pit lane. Il vient de faire le plus grand retour de l'histoire du sport. Et pendant ce temps, James Hunt, qui avait accumulé beaucoup de retard, en profite pour grappiller des points et revenir à la première position du classement. Il remporte 3 victoires en l'absence de Lauda, et l'écart fond course après course, jusqu'à l'ultime manche, Fuji, au Japon. Un Grand Prix final sous une pluie torrentielle. Lauda prend le départ, mais abandonne après seulement 2 tours. Lauda is in the pitch. There's a cockpit conference going on there. That's with his head right into the cockpit. The chief engineer of Ferrari, Mario Forghieri. Forghieri steps back, and they're talking to Daniel Odetto, the team manager. Il n'y voit rien. L'eau s'infiltre dans son casque. Il sait que ses blessures internes pourraient s'empirer. Après l'accident du Nürburgring, Lauda n'accepte plus de piloter dans ces conditions. Hunt, lui, termine 3e, et donc marque les points nécessaires. Il est champion du monde pour un seul point. Un seul. Et pourtant, sur le podium, James n'exulte pas. Il est en colère même. Contre l'organisation, contre les conditions météo, et sans doute un peu contre lui-même. Parce qu'il sait. Il sait que ce titre, il ne l'a pas volé, mais il sait aussi qu'il ne l'a pas arraché à n'importe qui. Il l'a gagné face à un homme qui avait brûlé vivant quelques semaines plus tôt. Les années passent, de son côté, James Hunt quitte la F1, il devient commentateur, mais Lauda reste. Et entre les deux, il reste un lien fort. Un lien qui est difficile à expliquer. C'est même plus qu'une amitié, on peut parler de respect absolu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Fuji, la pluie, l'abandon, et un Lauda qui repart vivre sa vie loin des paddocks et des flammes. Mais ce n'est pas le genre de Niki. Quelques semaines après Fuji, il est déjà de retour à Maranello. Et ce n'est pas pour son pot de départ, rassurez-vous, mais bien pour préparer la saison 77. Ferrari lui donne une nouvelle machine, la 312 T2. Pas la plus rapide du plateau, mais avec Niki au volant, elle devient un outil chirurgical. Cette année-là, Niki n'écrase pas la concurrence. Il les démonte morceau par morceau. Il gagne moins de courses qu'en 1975, mais il est d'une régularité diabolique. Il marque des points partout, ne casse rien, ne se fait jamais piéger. Niki n'est clairement pas là pour enfiler des perles. Et en face, Hunt ne suit pas. Et personne ne suit. Niki Lauda va être sacré champion du monde pour la 2e fois à 2 courses de la fin de la saison. Et pourtant, Lauda, il a même pas envie de fêter ça. L'ambiance chez Ferrari s'est beaucoup tendue, pour pas chanter We Are the World quoi. Depuis l'accident, Lauda leur en a voulu, pour ne pas l'avoir soutenu, et pour lui avoir mis la pression pour qu'il revienne si vite. Enzo Ferrari, lui, n'a pas aimé que son pilote abandonne à Fuji. Pour lui, on meurt sur la piste s'il le faut. Pas question d'abandonner, pas même pour survivre. C'est clairement un patron toxique celui-là. Alors l'hiver venu, Niki Lauda claque sa dème. Et avec un certain mépris silencieux. Et pour la saison 1978, il signe chez Brabham, l'écurie de Bernie Ecclestone. Et Brabham, c'est une autre ambiance, beaucoup plus libre, avec moins de culte et beaucoup plus de technique. Mais la voiture n'est pas au niveau. Et même si Lauda arrache une victoire à Monza avec une auto à moteur arrière plat, la fameuse BT46B aspirateur, le cœur n'y est plus. En 1979, à la mi-saison, pendant les essais libres du Grand Prix du Canada, Niki Lauda gare sa voiture, enlève ses gants, son casque et sa combinaison, et il décide de s'arrêter là. Il ne veut plus piloter en Formule 1. Et sans transition, il part monter sa compagnie aérienne, la Lauda Air. C'était donc l'histoire de Niki Lauda, un pilote de légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et non, vous pensez que c'en était fini, mais bien sûr, Niki Lauda revient toujours plus fort. On pensait Lauda retiré pour de bon. Patron d'une compagnie aérienne, costard bien taillé, brushing de PDG, bien plus le genre à piloter des Boeing que des F1. Mais en 1982, McLaren le rappelle et il dit oui. Parce qu'il sent qu'il en a encore sur le capot. Pas pour une revanche, pour une conclusion à sa manière. Il revient plus vieux, un peu rouillé sur le chrono, mais honnêtement, qui parierait contre lui? Pas ceux qui ont vu tout ce qu'il a traversé. Et 2 ans plus tard, McLaren signe un autre profil inattendu. Un petit Français discret, regard vif, timide à la caméra, mais aiguisé au volant, Alain Prost. Il débarque avec une valise pleine de rancœur. Renault l'a viré l'année d'avant, alors qu'il était à 2 doigts du titre. Oui, viré, pour un manque de résultats. Autant dire que le gars arrive avec la dalle. Et face à lui, Niki Lauda,
Double médaillé de la douleur, survivant du feu, stratège de l'impossible. Mais Lauda ne le regarde pas de haut. Il lui parle, il l'écoute, il le conseille. Pas de clash, pas de jalousie, juste un face-à-face, tendu, silencieux, glacé. On assiste à une guerre froide entre deux cerveaux. Nous voilà au cœur de la saison 1984. Prost est clairement le plus rapide cette année-là. Il aligne l'épaule, attaque à chaque virage, il a le feu dans les jambes. Lauda, lui, ne court pas après les chiffres, il court après la régularité. Il sacrifie les qualifs si ça peut l'avantager, il ramasse les points, évite les crashs, capitalise sur chaque erreur. Bref, il fait du Lauda quoi. Pas de spectaculaire, mais terriblement efficace. Et au final, ça donne quoi? Qui c'est qui gagne? Mais ça se joue à un demi-point. Seulement un demi-point. Et entre les deux hommes, c'est l'Autrichien qui remporte sa 3e couronne de champion du monde. Alain Prost, lui, repart seulement écœuré de cette année. Mais le Français le sait. Cette défaite, c'est peut-être une leçon. La leçon la plus importante de sa carrière. Un coéquipier qui était exemplaire. Lui, il était le maître, moi j'étais l'élève. Et on a tissé une relation d'amitié qui a duré tout le temps. Pour lui, Niki n'est pas juste un rival. C'est surtout un mentor, même un miroir. Et pour Lauda, Prost, c'est un peu la continuité de sa carrière et de son histoire en F1. Un pilote logique, fin, implacable. Celui qui ne compte pas pour plaire, mais pour gagner. En 1985, Lauda s'efface doucement. Quelques soucis mécaniques et des pépins physiques, il sent qu'il n'a plus la magie en lui. Alors il raccroche. Et cette fois, pour de bon. Et il laisse sa place à Prost, son disciple, son successeur même. Et pour ceux qui veulent voir ce que le professeur français a fait de cet héritage, je vous laisse aller regarder notre vidéo sur Alain Prost. Vous allez voir, ça fait aussi des étincelles. Mais allez, les vrais savent qui prend la relève de Lauda chez McLaren aux côtés du français. Un orage tropical en combinaison, une étoile brésilienne, le bien nommé Ayrton Senna. On a aussi une vidéo à son égard, n'hésitez pas à aller la voir. Mais rassurez-vous, l'histoire de Niki Lauda, elle ne finit pas là. Elle va juste changer de forme. Parce qu'un jour, c'est un autre pilote, plus explosif que Hunt, bien différent de Prost, qui va croiser son chemin. Un Britannique au potentiel indéniable, un certain Lewis Hamilton. Après 1985, Niki Lauda raccroche son casque, mais pas ses idées. Il reste dans le monde de la F1 comme conseiller, consultant, grande gueule utile quoi. Il dit toujours ce qu'il pense, même quand on lui a rien demandé. Et c'est aussi pour ça qu'on l'écoute. Dans les années 2000, il est à l'arrière-plan de certaines écuries. Ferrari, Jaguar, et puis Mercedes. Et c'est là que tout change. En 2012, Mercedes cherche à redevenir une écurie de pointe. Ils ont un budget, de la puissance, des ingénieurs, mais il leur manque encore un pilote capable de tout bousculer. Et Lauda, lui, il sait déjà à qui il va passer un coup de fil. À cette époque, Lewis Hamilton est toujours chez McLaren, l'enfant de la maison. Champion du monde en 2007, une icône. Mais il tourne en rond, littéralement. Un jour, son téléphone sonne. C'est Lauda. Il lui dit avec son franc-parler légendaire, si t'as envie d'écrire l'histoire, t'as intérêt à changer de chapitre. Traduction, barre-toi de chez McLaren et viens chez Mercedes. Hamilton hésite. En fait, tout le monde lui dit que c'est une énorme erreur et qu'il va aller s'enterrer dans une écurie qui revient seulement en F1. Mais Lauda insiste. Il a une force de persuasion qu'on lui connaît. Et du coup, Lewis Hamilton va accepter, avec les mots du triple champion du monde, de signer dans l'écurie. Et là, l'histoire prend feu. Mercedes devient l'écurie la plus dominante de l'ère moderne. Hamilton empile les titres, les records, les tours de magie. Et dans l'ombre, c'est Lauda qui veille. Pas de casquette rouge sur la tête pour rien, pas de mots en l'air non plus. Il est là dans les meetings, dans les décisions. C'est lui qui a soutenu Toto Wolff. C'est lui qui a tenu l'équipe soudée dans les tempêtes. Et entre Hamilton et lui, il y a un lien qui est discret, mais très fort. Une forme de respect d'adulte à adulte, de survivant à survivant, d'homme qui sait ce que ça coûte d'aller vite. On a parlé du pilote, du stratège, du survivant, mais Lauda, c'est aussi un patron. Un homme qui refuse qu'on lui mente. Et en 1979, on en a parlé, il lance Lauda Air, une compagnie sûre, indépendante, humaine. Et pendant un temps, ça marche. Et ce jusqu'en 1991, date à laquelle le vol 004 s'écrase en Thaïlande et fait 223 morts. Lauda prend ses responsabilités. Il va sur place, rencontre les techniciens. Il ne dort pas. Il cherche, il creuse et il affronte publiquement Boeing pour les pousser à reconnaître les défaillances mécaniques. Il veut connaître la vérité. D'abord pour les familles des victimes, mais aussi pour lui. Même hors de la F1, Niki Lauda ne négociait pas avec le mensonge. Dans les paddocks, il est respecté pour son franc-parler. Il dit quand ça va, mais il dit aussi quand ça va pas. Et surtout, il ne dit jamais ce qu'il ne pense pas. Et en 2019, Niki Lauda s'éteint. Et pour une fois, c'est toute la F1 qui s'arrête. Mercedes grave un écusson rouge sur ses casques et aussi sur ses livrets. Et Lewis Hamilton tout particulièrement lui rend hommage. Ce qu'il reste de Lauda, une cicatrice sur l'histoire. Une rigueur dans l'esprit de ceux qui veulent gagner proprement. Une voix dans la mémoire du sport. Et un nom, simple, mais gravé partout, Lauda.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça coûte rien, ça nous intéresse et c'est surtout la meilleure manière de faire vivre cette chaîne. Aussi, pour tous ceux qui veulent nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez désormais rejoindre la chaîne. Ça va nous aider à faire de plus grosses vidéos, déjà des interviews comme on a pu en faire dans le passé et des nouveaux formats. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Outlab.